on s'installe sur ce plateau, le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour ne sera plus sur la chaîne CNews où il déverse depuis 2 ans, du lundi au jeudi, ses obsessions identitaires sur l'islam, l'immigration et la décadence de l'Occident. Un communiqué de la chaîne est tombé ce lundi matin pour l'annoncer. La chaîne CNews dit regretter cette décision, se dit contrainte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de se séparer du polémiste d'extrême droite. C'est la conséquence d'un autre communiqué du CSA, celui-là, datant de vendredi. Il demandait aux médias audiovisuels de décompter les interventions d'Éric Zemmour. Au regard des récents développements, explique le CSA, Éric Zemmour peut être regardé dorénavant comme un acteur du débat politique national. En cause, bien sûr, la probable candidature à l'élection présidentielle à la droite de Marine Le Pen d'Éric Zemmour. Candidature qui n'est toujours pas officielle, mais dont il parle partout, encore samedi soir sur France 2 face à Laurent Ruquier, celui-là même qu'il a promu pendant des années sur le plateau de son émission On n'est pas couché. Évidemment, depuis cette décision, Éric Zemmour crie à la censure quand même toute relative. Il l'a fait sur CNews ce matin, il le fera demain sur RTL et mercredi sur BFM. Voilà, on a connu des censurés qui avaient plus de passages médias. Alors le CSA a-t-il eu raison ? Moins de passages médias, pardon. Le CSA a-t-il eu raison ? Que nous dit la trajectoire d'un Zemmour sur l'extrême droitisation d'une partie du paysage médiatique français ? On en parle avec nos 2 invités. Rachid Arabe, bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez notamment présenté les journaux de France 2 et vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2007 à 2013. Et toi, Lucie Delaporte, salut. Salut. Journaliste à Mediapart, tu suis l'extrême droite pour Mediapart. Rachid Arabe, première question très simple, est-ce que le CSA a eu raison de dire aux chaînes de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour ? Ce qui m'embête dans toute cette histoire, c'est que le débat qu'on a là tout de suite, on aurait pu l'avoir il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. C'est ça fait longtemps que ça dure. Voilà. Ouais. Est-ce que vous dites que le CSA sort parce qu'il est tout d'un coup potentiellement candidat, et tout d'un coup, tout le monde défend Éric Zemmour en disant « c'est parce qu'il veut être candidat qu'il est ». Non, il y a un moment déjà qu'on aurait pu se mettre à s'intéresser au temps de parole et au temps d'antenne qui est occupé par Éric Zemmour et pas mal d'autres polémistes, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Moi, je ne suis qu'un ancien membre du CSA, donc je vous parle en tant que ce que j'ai pu vivre, moi, de l'intérieur. Moi, je crois que tout simplement, le CSA a mis en application les textes. Alors, comme toujours dans les textes, il y a un petit peu d'interprétation. Expliquez-nous pourquoi c'est l'application des textes. Alors, si vous avez 3 heures, je vous explique le temps... Allez, simplement, pour ceux qui nous regardent. Non, mais les temps de parole et les temps d'antenne, c'est tout simplement, qu'on soit en période de campagne ou pas, il y a les élus, ceux qui parlent politiquement directement et qui sont comptabilisés en fonction du parti auquel ils appartiennent. Et puis, il y a depuis quelques années un certain nombre de personnalités qui gravitent autour de la sphère politique et qui, visiblement, vu l'évolution de les prises de position et des métiers également, le métier de polémiste que vous avez situé est un métier relativement nouveau à la télévision. Donc, en fonction de ces nouveaux arrivants, le régulateur a estimé, la loi a estimé aussi qu'il fallait peut-être aussi compter les temps de parole, parce que c'est bien de compter le temps de parole des politiques, d'essayer de faire en sorte qu'il soit équitable pendant les périodes électorales ou pas, mais c'est bien aussi de compter le temps de tous ceux qui soutiennent. C'est-à-dire que quand les chaînes d'infos deviennent des chaînes d'opinion, alors on peut décompter le temps de parole. C'est ce que vous... Alors, on va parler de la chaîne des chaînes d'opinion, parce que vous savez que de mon point de vue, ça n'existe pas en France, en tout cas. Simplement, vous savez qu'en ce moment, là, je fais du temps d'antenne pour Éric Zemmour. C'est-à-dire que le temps que j'utilise là en ce moment pour parler de lui, d'une certaine façon, ses soutiens vont pouvoir, si le CSA réussit, et il est en train de réussir, les soutiens d'Éric Zemmour vont pouvoir dire Rachid Arabe, il a dit tant de choses, il a parlé 3 minutes 45 ou 7 minutes à Mediapart. Donc tout ça est très compliqué. Ouais. C'est honnêtement la question du temps de parole est très 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 lourde et très compliquée. C'est pour ça que je vous suggère de la différencier du cas d'Éric Zemmour, parce qu'encore une fois, cette question aurait pu se poser il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Alors, au CSA, certaines de vos anciens collègues, au contraire, elles, clairement, dénonçaient une censure, parmi elles, dans l'émission de Cyril Hanouna, sur la chaîne C8 du groupe Bolloré, Christine Kelly, qui est aussi l'animatrice de l'émission de Zemmour sur CNews, une autre chaîne du groupe Bolloré. Aucun candidat aujourd'hui n'est décompté, aucun. Et Mélenchon, etc. Tous ceux qui sont décomptés sont décomptés. Ils sont décomptés au sein de leur parti politique. Et de l'histoire, aucune personnalité n'a été décomptée. Aujourd'hui, aucune personnalité n'est décomptée. Et c'est juridiquement, pour l'instant, c'est pas tenable. Même indignation de Françoise Laborde, avec qui vous avez aussi siégé au CSA. En droit, le CSA n'a aucun fondement juridique pour sa décision. Pour l'instant, on applique la loi ancienne, qui est un système qui a été mis au point par Schramek en 2017, qui est une usine à gaz, mais peu importe. Du CSA. Un tiers, voilà.
un tiers pour l'exécutif et la majorité, les 2 tiers pour l'opposition. Donc là, ce que dit le CSA est nul et non avenu, quoi, en fait. Selon vous? Moi, je pense qu'en droit, c'est quand même extrêmement critiquable. Et puis, quand on est un organisme qui veut défendre le pluralisme des idées, c'est quand même un paradoxe de mettre toute son énergie à essayer justement de trouver un système. Parce qu'il n'y a pas d'autre exemple. Rachid Arabe, je vous ai vu réagir. Est-ce que ça va contre c'est le la preuve pluralisme qu'il y a un pluralisme des anciens du monde du CSA, en tout cas. Hein. Sur le fond. Sur le fond, encore une fois, moi je ne comprends pas qu'on tombe dans le panneau de ne parler que de ces temps de parole parce que Éric Zemmour a dit qu'il pourrait être candidat. C'est trop facile et ça permet d'en faire une victime aujourd'hui. Ça va dans son sens. Alors justement, là où c'est intéressant, c'est que vous l'avez dit, on aurait pu en parler depuis longtemps. En 2010, et c'est pour ça qu'on vous a invité ce soir, vous étiez membre du CSA. Vous aviez déjà alerté sur certains propos d'Éric Zemmour assimilant les Français, alors à l'époque, issus de l'immigration, à des trafiquants. C'était ça la polémique à l'époque. C'est tous des délinquants et des voleurs. Voilà. Non mais il faut citer ses sources. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, on rappelle qu'Éric Zemmour a été condamné définitivement en 2011 pour provocation à la discrimination raciale, après des propos tenus chez Thierry Ardisson, puis condamné aussi en 2018, et d'autres affaires sont en cours. Est-ce que le CSA n'a pas été trop frileux ces dernières années pour condamner ce genre de propos ? Le CSA fonctionne avec la loi audiovisuelle de 1986 qui essaie d'encadrer justement l'équité, le pluralisme. Donc c'était difficile d'entrer, c'est pour ça que je comprends que ça fasse polémique aujourd'hui, c'était difficile de commencer à comptabiliser des personnalités qui se présentaient comme journalistes, de les compter sur le temps de parole. Mais le problème aujourd'hui c'est, pardonnez-moi, mais d'où Éric Zemmour parle-t-il ? Est-ce que c'est l'ancien journaliste qui parle? Est-ce que c'est l'ancien éditorialiste du Figaro? Est-ce que c'est le futur candidat? Est-ce que c'est le polémiste suivant la nouvelle figure? C'est là où le flou ne permet pas, même si la loi est extrêmement précise, ne permet pas de faire rentrer nos explications dans le cadre de la loi. D'une certaine façon, moi j'estime, et c'est peut-être le point le plus important que vous avez abordé, qu'au-delà de ces questions qui sont encore des questions de... Moi je ne veux pas pinailler avec les anciens membres du CSA, ni avec les actuels. Chacun fait le travail qui lui a été confié avec le plus d'honnêteté possible. Et j'imagine que mes anciennes collègues sont tout à fait légitimes dans leurs explications, même si je suis un peu perturbé par le fait que l'une d'entre elles s'occupait des temps de parole et a une explication sur les temps de parole d'aujourd'hui qui, honnêtement, m'avait échappé pendant 6 ans de mandat. Mais je ferme la parenthèse. C'est Kelly qui présente l'émission de... Vous l'avez dit, c'est pas moi qui ai dit le nom. Non, très sincèrement, la question de la chaîne d'opinion me paraît vraiment la question essentielle aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le cadre législatif français, il n'existe pas de chaîne de télévision d'opinion. Mais aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il y en a. Oui, dans les faits, CNews est une chaîne d'opinion. Oui, mais c'est là. Il n'en a pas légalement sur l'hertzien, c'est-à-dire tout ce qui dépend du domaine public. Je rappelle tout simplement que les chaînes de télévision qui sont conventionnées par le CSA sont des chaînes qui diffusent sur le domaine public, c'est-à-dire sur le domaine hertzien public. Donc c'est un problème et donc il faut légiférer, il faut retirer l'agrément, non, moi je ne serais pas là pour donner des conseils. Si j'étais membre du CSA, je le ferais dans le secret des délibérations. Il faut que ça évolue. Je pense simplement qu'il faut poser la question, ne serait-ce que parce que vous aujourd'hui, avec des entreprises comme Mediapart qui font également de la vidéo, mais beaucoup d'autres, il y a aujourd'hui d'autres voies que les voies de l'audiovisuel traditionnel. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un déséquilibre entre le fait que l'on continue de régenter d'une façon très stricte l'audiovisuel traditionnel issu de l'accord entre le CSA et des chaînes, et que d'un autre côté, il y a des expressions de plus en plus nombreuses qui sont pluralistes, mais qui sont pluralistes en interne. C'est-à-dire qu'en fait, le CSA gère le fait que des autorisations sont données à des chaînes de télévision qui doivent organiser le pluralisme en interne. C'est pas parce qu'on a une chaîne d'extrême droite et une chaîne d'extrême gauche qu'on fait du pluralisme. En tout cas, c'est pas mon point de vue. Lucie, depuis ce week-end, Éric Zemmour a enclenché un mode qu'il connaît bien, le mode victime. Oui, alors c'est vrai que c'est une rhétorique à laquelle ils sont très habitués. On a tout de suite vu sur les réseaux sociaux, stop la censure. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'ils crient à la censure, qu'ils crient au fait d'être archi-minoritaire dans l'audiovisuel public. Parce qu'il y a eu en plus des mises en demeure, il y a eu des sanctions. Récemment encore, une amende de 200 000 € en mars 2021 à CNews pour incitation à la haine et à la violence, par exemple. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je voulais revenir à la discussion que vous aviez juste avant, c'est que je pense qu'effectivement, la question des temps
de parole n'est pas forcément essentiel. C'est aussi, moi j'avais interrogé les gens du CSA l'an dernier, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait face à une chaîne qui a fait du racisme, de la xénophobie, un business model et qui a banalisé totalement depuis quelques années maintenant la parole raciste et xénophobe. Et on sentait bien que les outils n'étaient pas en place. Donc c'est aussi de ça dont il faut parler. Peut-être si je peux compléter. Vous parliez d'une réflexion sur la législation. Peut-être y en a-t-il une sur le fait de savoir qui est responsable. À l'époque où j'étais membre du CSA et que Éric Zemmour dérape, comme on dit, dans une émission présentée par Thierry Ardisson. Fréquemment dérapé. Vous savez-vous qui est ce jour-là mis en demeure? C'est pas Éric Zemmour. C'est pas Thierry Ardisson, c'est la chaîne. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on a un paysage audiovisuel, mais je le comprends dans sa fondation, mais j'ai plus de mal à le comprendre aujourd'hui, où des chaînes qui ont signé une convention, donc avec une obligation avec le CSA de respecter un certain nombre de thématiques, qui, tout d'un coup, sont responsables, mais pas ceux qui prennent la parole à l'intérieur. Je comprends bien. Alors, en tout cas, et là, ça devient intéressant, cette nouvelle polémique Zemmour, elle a déclenché ces derniers jours certaines épiphanies. Tiens, on va regarder par exemple l'éditorialiste de LCI, Jean-Michel Apathy. Les médias ont leur part de responsabilité, évidemment. Nous avons fabriqué Éric Zemmour. Et l'autocritique là-dessus, Tintin. Et puis, nous avons fabriqué Éric Zemmour comment? En lui donnant la parole, en ne le contrariant pas, en lui laissant dire n'importe quoi. Rachid Ara, nous avons fabriqué Éric Zemmour. Moi, je sais pas. Moi, il y a quelques. Maintenant, ça fait depuis 2007 que je ne fais plus de télévision, donc je peux considérer que je ne fais pas partie. Je ne suis pas Gepetto, hein. Ouais. Donc c'est pas moi. Mais à coup pas tardif de Jean-Michel Apathy, moi, je veux pas juger mes anciens confrères. Simplement, ce que je constate, c'est que l'état du débat aujourd'hui, en règle générale, que ce soit pour Jean-Michel, pour Patrick Cohen et un certain nombre de gens qui ont pris des positions très fortes. Pour certains, comme Patrick Cohen, elles sont très anciennes. Pour certains, comme Jean-Michel, elles sont plus récentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question systémique quand même? Les employeurs de Éric Zemmour, je les ai listés rapidement, et peut-être j'en oublie. ITélé, Paris Première, RTL, Le Figaro Magazine, France 2 depuis le milieu des années 2000. Mais vous avez remarqué que tout cela s'en sépare au fur et à mesure quand même. Moi, je suis très surpris qu'on fasse tout un foin sur l'affaire du CSA et personne n'a rien dit le jour où Le Figaro met Éric Zemmour en congé sabbatique. Pourquoi n'a-t-on pas crié à la censure à ce moment-là? Mais quand même, est-ce que Éric Zemmour, il y a une... Oui, par ailleurs, il travaille dans enfin, il a la une du magazine assez souvent. Oui, il est en congé sabbatique, mais... écarté. Donc, en fait, il revient toujours par c'est des formes de RTT plutôt, fenêtre, quand il sort par la porte. Quand même, Éric Zemmour, c'est une recette. C'est le clash identitaire, quoi. Et d'une certaine façon, ça marche. C'était entre 700 000 et 900 000 personnes tous les soirs sur CNews. Est-ce que son succès, pour vous, plus largement, a fait vriller les médias audiovisuels? Alors d'abord, sur le succès, il faudra toujours qu'on peut relativiser les choses. Voilà. C'est-à-dire que c'est un succès par rapport à l'audience qu'avait cette tranche à la même heure quand il n'y était pas. Et plus largement, on voit qu'il y a une recette là que certains tentent d'imiter. Il y a une recette, mais c'est pas que certains tentent d'imiter, c'est que beaucoup imitent. Et qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne principalement sur notamment les chaînes d'information, c'est effectivement l'art de la polémique, c'est-à-dire il s'agit de dire les choses les plus extrémistes possibles, sans parler même de politique, de telle façon qu'on suscite de la réaction. On fonctionne tout simplement au buzz aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une petite phrase va en appeler d'autres. Pourquoi j'ai accepté de me dire que chez vous? Parce que j'ai eu beaucoup de propositions des chaînes d'information et je ne voulais pas, à ma façon, participer au débat qui consistait simplement à dire demain matin, Rachid Arab a dit ça sur Éric Zemmour. Aujourd'hui, on est dans un système qui s'auto-alimente d'une certaine façon, et ce qu'il y a de gênant, et ça je le cite depuis de très nombreuses années, j'ai écrit un livre en 2015 où il était question de ça, en disant, alors qu'Éric Zemmour n'était à l'époque qu'un des chroniqueurs qui participait aux nombreuses émissions où ça s'appelait « ça se dispute, ça va barder, on va se cogner », etc. et que dès l'époque, j'écrivais, et on peut le retrouver dans ce livre, j'écrivais « Éric Zemmour n'existe que pour pouvoir proposer une alternative d'extrême droite à Marine Le Pen ». Et c'est ce qui semble se dessiner, en tout cas dans ses intentions. Alors en tout cas, cette recette Zemmour, eh bien, on peut dire qu'elle colonise la télé toujours un peu plus. Ici, à L'air libre, on s'est penché sur la rentrée télé et, aux surprises, les polémistes d'extrême droite qui ont leur ronde serviette sur CNews et LCI ont repris, je vous rassure, leurs activités. On regarde. Vous nous avez manqué. Quelle joie de vous retrouver. Avec Michel Onfray, bonsoir, cher Michel. Éric Zemmour. Jean Messia, bonjour. On ne peut plus vous lire sur Twitter, sur Instagram. André Berkoff aussi, vous rentrez de vacances, vous avez bonne mine. Gilles William Goldnadel, l'avocat, nous a rejoint. Bonjour. Maître.
Une rentrée marquée par la fusion partielle des antennes entre CNews et la radio Europe 1, désormais elle aussi détenue par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré. CNews Europe 1, on accueille à la fois les téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1. Maison commune, c'est peu de le dire, à Europe 1 cet été, 86 salariés sont partis après la prise de contrôle par Bolloré. Mais d'autres sont arrivés. Au micro de la matinale, on retrouve Dimitri Pavlenko, un ancien de CNews, qui donne la réplique à une éditorialiste, on va le voir, très marquée. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. 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 Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Charlotte Dornelas, figure du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, déjà apparue dans 5 matinales sur 16 depuis la rentrée. Et nouvelle tête aussi, le polémiste Mathieu Bock-Côté, star de l'extrême droite québécoise, qui débarque sur CNews. La peur terrible, le pire exil qui soit, c'est le sentiment de devenir étranger chez soi. Et ça ne s'arrête pas là. Des voix ultra-conservatrices sont aussi débarquées sur l'antenne de France Inter, première matinale de France, comme Alexandre Devecchio, directeur du Figaro Vox. La gauche woke, dite antiraciste, évoque un fantasme blanc. Sous couvert d'antiracisme, une certaine gauche cherche à enfermer à jamais les minorités dans leur identité d'origine et dans un statut de victime. Et sur BFM, c'est un ancien Premier ministre qui est arrivé à l'antenne pour des chroniques hebdo, l'ancien socialiste Manuel Valls, avec des propositions, disons, bien à lui, pour régler la question de la sécurité à Marseille. Là-bas, il faut tout raser, il faut tout reconstruire, il faut repeupler autrement ces quartiers. Dimitri Pavlenko, Charlotte Dornelas, Mathieu Bock-Côté, qui seront d'ailleurs ceux qui vont remplacer Éric Zemmour sur CNews. Le serpent se mord la queue, un tout petit monde. Rachid Arabe, ce paysage, est-ce qu'il vous inquiète ? Je précise que vous connaissez bien le système Bolloré de l'intérieur, puisque vous êtes brièvement passé par CNews et C8 en 2017, notamment chez Cyril Hanouna, où je crois que ça ne s'est pas très bien passé. Oui, j'ai fait 2 passages à CNews, avec une émission avec Poivre d'Avant, et puis chez Hanouna, où ça ne s'est bien passé. Mais ça, je pense que c'est honnêtement pas des raisons de déontologie, c'est plutôt que j'ai l'impression, quoique cette émission, là aussi, vous auriez pu la citer, parce que Éric Zemmour est passé la semaine dernière chez Cyril Hanouna. Donc, vous voyez, le mélange des genres, il est absolu. Pour aller dans le fond de ce que vous montriez à l'instant, tout à l'heure, je disais d'où parle Éric Zemmour, d'où parlent les chroniqueurs que nous voyons. La plupart du temps, aujourd'hui, alors on dit Figaro, etc., on réussit à situer. Mais un certain nombre d'autres interlocuteurs, quand on parle d'un certain nombre de sites, comme Boulevard Voltaire, etc. On met ça à l'antenne, mais on ne dit pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on présente ça aux téléspectateurs comme étant une voix qui représente quelque chose d'important, mais sans dire ce que ça représente. Je vais vous donner un exemple qui me fait toujours rire, même si ça a été corrigé. Il y a l'ancien bras droit de Marion Maréchal Le Pen, qui s'appelle de mémoire Stéphane, ou son nom de famille m'oublie, je crois que c'est Arnaud Stéphane, qui a longtemps été présenté comme communicant. Heureusement, depuis quelques semaines, j'ai constaté que sur LCI notamment, il est présenté comme communicant, ancien directeur de campagne de... Ce qui manque aujourd'hui, c'est la franchise sur l'endroit d'où parlent les gens. Si, après, le téléspectateur est suffisamment intelligent pour savoir que si quelqu'un a fait tel itinéraire, il a telle façon de penser. Je pense que c'est une des questions sur lesquelles il faut qu'on se penche c'est la vérité des étiquettes. Lucie, on a une rentrée médiatique, tu l'as écrit dans Mediapart, à droite toute quand même, à l'orée à 7 mois de la présidentielle. Alors ça n'a pas commencé en cette rentrée, c'est un phénomène qu'on a vu se déployer au cours de, je sais pas, disons les 10 dernières années, ça s'est très nettement accéléré. C'est vrai que 7 mois avant la présidentielle, on a un paysage qui s'est encore plus durci, puisqu'on l'observe là depuis quelques temps, mais on a vu l'Empire Bolloré se mettre en ordre de marche avec un agenda identitaire très clair, et donc effectivement Éric Zemmour n'est qu'une figure et n'était qu'un... Vous avez parlé de symptômes, mais effectivement derrière Éric Zemmour, il y a toute une galaxie de gens. Alors on a vu dans le petit reportage de Charlotte Dornelas, il faut rappeler qu'elle a commencé à Boulevard Voltaire, qui est donc un site d'extrême droite qui a eu... Moi je veux bien qu'ils existent, le tout c'est qu'ils le disent. Non, mais tout à fait, mais simplement c'est aussi quelqu'un qui défend la théorie du grand remplacement depuis très très longtemps, Éric Zemmour, d'ailleurs. Qui récite du Renaud Camus dans les églises, qui avait fondé un journal avec Damien Rieu, l'identitaire Damien Rieu. Il faut un peu préciser, parce que c'est une jeune femme tout à fait talentueuse, qui présente bien et qui aujourd'hui s'est invitée partout sur tous les... Voilà. Donc c'est ce type de figure qui s'est banalisé et qui a amené un discours extrêmement virulent, il faut le qualifier, un discours raciste, xénophobe, et qui arrive à être invité à peu près partout sans que ça gêne personne. Ils ne sont pas invités, pour la plupart, ils y sont tous les jours.
Oui, alors c'est ça. En plus, ils ont ce rôle pas ça une invitation. Moi, je n'invite pas les gens tous les jours chez moi. Chroniqueur et qui est très particulier parce que ça leur permet de mettre leur grain de sel dans toute la. C'est tout le problème. Pardon, j'en termine là-dessus. D'Éric Zemmour sur les 2 ans pendant lesquels il a eu droit. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que la réaction la plus saine, finalement, c'est Marine Le Pen, qui a dit, moi, j'aurais bien aimé avoir 2 heures par jour pour dire du mal de mon voisin. Vous ne trouvez pas que c'est certainement le meilleur des jugements? D'une certaine façon, elle ne les a pas au quotidien. C'est quand même quelque chose de très différent. Ils utilisent toute cette galaxie. D'ailleurs, ils ont qualifié Éric Zemmour de brise-glace. C'est-à-dire que c'est celui qui dit ce qu'eux ne peuvent pas dire, évidemment, puisqu'ils sont dans un processus de normalisation. Mais lui et ses acolytes parviennent à imposer des thèmes. Aujourd'hui, on parle du grand remplacement comme si c'était quelque chose de normal. Voilà, c'est le brise-glace et eux viennent derrière et récupèrent le Éric Zemmour a une rhétorique très simple, si vous regardez bien. Il énonce quelque chose en disant « c'est un fait ». Et ça suffit pour qu'effectivement, ce qui a été annoncé comme un fait devienne une vérité. Quelques mots pour ceux qui nous regardent quand même pour resituer les choses. Lucie, tu suis, on l'a dit, Éric Zemmour pour Mediapart et l'extrême droite. Ayons les idées claires un instant. Comment on définit en quelques mots cette idéologie, ce qu'il porte, qu'il diffuse dans tous les shows télé depuis une dizaine d'années, au point maintenant de s'imaginer candidat à la présidentielle? C'est quoi les mots? Comment on définit ce qu'il porte? D'abord, on peut s'appuyer sur les condamnations pour discours d'incitation à la haine raciale. Voilà, il a été multicondamné et il a encore des affaires en cours. Donc, je crois que son racisme et sa xénophobie n'est plus à démontrer. Ensuite, parce qu'on a peut-être un petit peu moins parlé ces derniers temps, mais il faut aussi rappeler depuis, alors sans doute le PAC, ça avait ravivé tout ça, un discours profondément homophobe. C'est quelqu'un qui parle du lobby gay depuis très longtemps avec des accents complotistes. Voilà, le lobby gay serait à la manœuvre pour imposer un agenda, etc. Des propos sur les homosexuels extrêmement dégradants. Sur les femmes également. Un sexisme et j'allais y total. venir, un sexisme monstrueux, totalement assumé. Je ne parle pas des affaires que Mediapart a révélées, là, oui, il faut le rappeler. Voilà, on va justement, regarde, Mediapart l'a révélé. Éric Zemmour accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, des accusations qui n'ont d'ailleurs posé de problème à ses employeurs, Le Figaro et CNews. Voilà. Mais effectivement, tout ça vient après des années de propos monstrueux, non seulement contre les féministes, mais contre les femmes en général. Et son admiration renouvelée pour Napoléon, qui fait dans le code civil les femmes un bien meuble. C'est plein d'allusions constantes à l'infériorité des femmes. Donc on peut le qualifier, moi je n'hésite pas à le qualifier de discours fascisant par ailleurs, dans son rapport à l'autorité, à la démocratie. Lucie, pour la photo de la couverture du livre qu'il sort cette semaine, Éric Zemmour s'est inspiré d'une photo de Donald Trump. Il le revendique d'ailleurs totalement. Et c'est intéressant parce que la stratégie média de Donald Trump, elle avait été soufflée par son conseiller, le nationaliste suprémaciste Steve Bannon, comme le rappelle d'ailleurs le site américain Vox. La stratégie de Bannon, c'était « flood the zone with sheets », ça veut dire inonder la zone de merde. Autrement dit, chaque jour ou presque, jeter dans le débat public une phrase violente, une phrase raciste qui va polariser, attirer l'attention notamment des médias. Est-ce que c'est pas aussi un peu la stratégie d'Éric Zemmour ? Si, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une correspondance très forte entre la campagne qu'avait menée Trump pour se faire élire à la Maison-Blanche et les prémisse d'une campagne d'Éric Zemmour, c'est effectivement le clash permanent, la transgression permanente, et il faut dire que les médias sont accros à ça, en fait, adorent ça. Ça leur permet de revenir dessus, voilà. Donc ça, il y a effectivement des choses très parallèles, mais en fait, moi, je ferais remonter le basculement des médias concernant Éric Zemmour à la convention de la droite, qui avait été quand même, donc on est en septembre 2019, et le discours d'Éric Zemmour, pour lequel il a été condamné puis relaxé. Retransmis en direct ? Et retransmis en direct sur LCI. Quand on prend les propos, donc il parle d'une armée invisible de colonisateurs, c'est des propos extrêmement violents sur les musulmans, et il en appelle quasiment à prendre les armes. Il y a plusieurs allusions comme ça à une guerre civile qui s'annonce et pour laquelle il faut se préparer. Donc là, c'est vraiment un moment de rupture. Et qui est derrière la convention de la droite ? C'est les amis de Marion Maréchal qui viennent de se former
auprès de Steve Bannon, qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés rencontrer les républicains américains, qui sont des modèles pour eux, qui ont parfaitement compris le jeu médiatique. Donc il y a des liens entre eux. Il y a des liens concrets. D'ailleurs, l'école de Marion Maréchal a recruté beaucoup de gens dans l'entourage de Steve Bannon. C'est d'ailleurs moins une école de sciences politiques qu'une école de communication politique. Et vraiment, le modèle, c'est exactement Bannon et cette stratégie, effectivement, du clash permanent, de la transgression. Merci Lucie. Un petit mot, Rachid Arabe, pour conclure. Oui, que dans ce débat auquel je n'ai pas accepté de participer, parce que moi je suis aussi un citoyen, et c'est-à-dire que le moment où je m'exprime, c'est dans l'urne. Dans ce débat, moi vous aurez remarqué que je ne juge pas M. Zemmour. Alors que M. Zemmour s'est déjà permis de juger des gens qui portaient le même nom et le même prénom que moi, ou le même genre de visage. Je ne juge pas. D'ailleurs, il veut débaptiser les gens qui oui, s'appelleraient pas on aurait de quoi en parler, effectivement. Je rappelle que son nom veut dire huile d'olive dans ma langue maternelle, qui est le berbère. Mais plus sérieusement, moi, je ne suis pas venu juger les uns et les autres. Je dis que le jugement, il se fait au moment de l'élection, au moment où on s'exprime comme citoyen. Je ne suis pas venu ici juger les anciens membres du CSA. Je ne suis pas venu juger aujourd'hui les journalistes. Je suis juste venu, en tant qu'observateur, en tant que citoyen de ce pays, dire il y a un dérapage de plus en plus. On peut vous vendre tout et n'importe quoi, mais qu'il y ait une vérité sur l'affichage. Quand on vous montre quelqu'un à la télévision, il faut qu'on sache qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait. Sinon, je pense qu'il y a tromperie sur la marchandise. Quand on regarde Mediapart, on sait ce qu'on regarde. Je vous confirme. Mais tout à fait. Mais quand on regarde le spectre traditionnel audiovisuel, celui qui a hérité la loi de 1986, a priori, on s'attend à ce que tout le monde soit traité de la même façon. Et il y a une rupture d'égalité, et je ne parle pas simplement d'Éric Zemmour, je parle d'un certain nombre de chroniqueurs, je parle d'un certain nombre d'émissions et de chaînes de télévision. Donc vraiment, le rôle que j'ai voulu m'attribuer d'une façon très modeste, c'est de dire, moi ça fait 15 ans que je n'exerce plus, ça fait 15 ans que je regarde avec attention ce qui se passe, j'ai passé 6 ans de ma vie au CSA, c'est pour essayer de voir comment, dans le pays dans lequel je vis et où l'information devient un élément essentiel de ma façon de me décider politiquement, comment faire en sorte que un nouveau paysage où seuls comptent les opinions des uns et des autres et où finalement celle de celui qui va choisir au moment de l'urne ne compte pas, me semble dangereux. Faisons un tout petit peu confiance à l'intelligence, ça peut paraître naïf, mais j'ai encore quelques naïvetés dans ma vie. Merci beaucoup Rachid Arabe, journaliste, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci à toi Lucie, journaliste à Mediapart, tout de suite le 24h. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage. Un reportage exclusif d'abord de Rémi Yang auprès des consommateurs de crack à Paris. Des consommateurs discrètement hébergés dans des hôtels par l'association Aurora. Un de ces hôtels a exceptionnellement ouvert ses portes à Mediapart. Lorraine Descartes nous raconte le parcours de 3 femmes qui ont été acquittées après avoir tué leur conjoint violent. Des témoignages rares et très forts pour des décisions qui le sont tout autant rares, puisqu'il n'y a eu que 3 cas. Un débat sur la légitime défense ouvert en 2015 avec l'affaire Jacqueline Sauvage qui avait été condamnée, puis graciée. Un reportage enfin de Cécile Debarge en Italie, dans la Terre des Feux, une région autour de Naples où l'incinération des déchets en toute illégalité empoisonne les terres et la santé depuis plus de 20 ans. Pour la première fois, un rapport établit officiellement un lien entre ces déchets et la prévalence des maladies. Voilà, merci d'avoir suivi À l'air libre. On se retrouve demain, même heure, même endroit.